Nous approchons la fin de l'année 2024. Comment la vie des Ukrainiens a-t-elle changé? Quels sont des bilans militaires, économiques et géopolitiques? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukrainevolt.org, président d'Open Ukraine. Nous allons essayer de dresser le bilan de cette troisième année de grande guerre. Alors bonjour Volodymyr, nous approchons la fin de cette année 2024 et donc nous allons essayer avec toi de dresser une espèce de bilan de cette année difficile. C'est la troisième année de cette grande guerre, même si bien sûr la guerre en Ukraine avait commencé en 2014 avec l'agression russe contre la Crimée et les combats à Donbass, mais c'est la fin de la troisième année de guerre littéralement, de cette grande guerre. Et donc fixons le moment où nous sommes actuellement du point de vue militaire, du point de vue diplomatique, comment il a changé durant cette année, économique peut-être aussi, et sans doute géopolitique, puisque durant cette année, nous avons vu quand même, n'est-ce pas, des grands changements. Donc si je te poserais les questions, commençons par les choses de base, parce que nous voyageons souvent avec toi dans les zones près de la ligne de front. Et donc, voilà. Comment est-ce que, selon toi, la situation militaire a-t-elle changé? Je pense que l'année 2022 était l'année de l'espérance. Les Ukrainiens ont réussi à résister à cette grande invasion et puis regagner beaucoup de territoires qui étaient occupés dans les premiers jours de la grande invasion. 2023 peut-être a été l'année de déception parce qu'il y avait un grand discours sur l'offensive ukrainienne, surtout dans le sud, qui a été un échec. 2024 était l'année d'une certaine acceptation de la longueur de cette guerre, du fait que la guerre peut-être ne durera pas juste quelques années. Et avec ce sentiment, on approche à 2025 parce qu'il y a beaucoup de discours de Trump et d'autres que voilà, il y aura des négociations. Et les Ukrainiens entrent dans cette année avec beaucoup de scepticisme, avec beaucoup de compréhension que la Russie va essayer de continuer cette guerre, peut-être d'abord dans les formes de la guerre hybride, mais puis relancera cette guerre dans une façon plus forte. Donc je pense que c'est ça, comment on peut décrire ces 3 ans. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, donc voilà, tu nommes ça le niveau de la troisième année de fait d'accepter qu'on est dans cette dans cette guerre qui sera longue. On nous parle souvent, d'ailleurs, donc il y a un fait intéressant, on nous parle souvent de cette résistance des Ukrainiens, comment les Ukrainiens continuent à résister malgré les circonstances de guerre, malgré par exemple des coupures d'électricité, malgré malgré les bombardements par missiles et par drones qui sont devenus quotidiens, mais littéralement, c'est-à-dire il y a pas une seule nuit presque, quand il n'y a pas de drone, quand l'alerte, même ici à la capitale où nous nous retrouvons à Kiev, elle dure plusieurs heures, toutes les nuits sans exception. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, ça devient une certaine de normalité, peut-être entre guillemets, mais c'est une normalité, c'est-à-dire que en fait, la guerre est devenue
un quotidien des Ukrainiens. Donc il y a pas un muscle qui bouge quand il y a une alerte aérienne. Il n'y a pas un comportement social qui change si on apprend que les coupures sont plus longues. On s'adapte, c'est-à-dire on est arrivé à tel niveau de pas de résistance, parce qu'il ne s'agit plus de résistance, il s'agit plus voilà, de adaptation, mais totale à cette nouvelle réalité. Il y a des coupures, on s'adapte. Il y a des bombardements, on s'adapte. Puis on continue. Il y a toutes les astuces comment vivre ça normalement. Et puis c'est vrai, je remarquais, peut-être tu as remarqué aussi, quand il y a, par exemple, il y a pas d'alerte, comme la semaine dernière, il y avait, je crois, 2 nuits ou 3 nuits consécutives quand il n'y avait pas d'alerte aérienne. C'était très, très inquiétant. Parce Oui, que, ça veut dire que Poutine invente quelque chose, il est oui, en train de réfléchir et peut-être il prépare une attaque qui sera encore plus forte. oui, oui, donc on passait tout de suite à Oрешник ou à autre chose. Ou bien, par exemple, quand on a tous les horaires de coupure d'électricité, donc si c'est marqué coupure à partir de 15 heures, donc s'il ne vous coupe pas à 15h30, c'est une inquiétude. Pourquoi? Alors c'est peut-être qu'après, ils vont couper plus longuement et après, ça perturbe les journées parce que les gens sont habitués à cette espèce de vie en guerre qui est devenue, voilà, notre quotidien. Donc il ne s'agit plus de résistance, il s'agit justement de cette vie de la guerre qui est conçue comme une nouvelle normalité. Comme par exemple, aujourd'hui j'étais au concert, un festival de danse avec une de nos filles, et donc 3 fois ou 4 fois durant le concert, il y avait une coupure d'électricité qui avait duré 2-3 minutes. Aucun muscle n'a bougé sur le visage de Durait conférencier. 2-3 minutes parce qu'il y avait des générateurs D'ailleurs, bien qui était préparés. relancé. Ouais. C'est pas que les coupures durent 2-3 Oui, oui, minutes, c'est ça. normalement ils durent plusieurs heures. Ça perturbe personne et puis personne n'est stressé à cause de cela, c'est normal. Même les enfants qui étaient là, c'était un festival pour enfants, c'est-à-dire que les enfants, tranquille, tu commences ta danse, après il y a pas d'électricité, tu es dans le noir, le conférencier annonce que la lumière sera de retour dans d'autres minutes, le temps de charger le générateur, et après l'enfant, voilà, absolument zen, recommence dès le début sans aucun souci. Donc c'est ça un peu Oui, la je vie. pense que ça va produire. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui parlent de trauma, de traumatisme de la guerre, etc. Mais bien sûr, c'est la guerre crée du traumatisme. J'aime pas ce mot en fait. Je pense que la guerre crée beaucoup de la douleur, de la vraie douleur physique, mentale, tout ce que tu veux. Mais ça crée aussi une sorte de résilience, une sorte de force malgré cette douleur. Et je pense que les gens qui vont traverser cette guerre, à partir des soldats sur la ligne de front, jusque des enfants qui dansent pendant les coupures d'électricité, on a plein de vidéos dans lesquelles nos enfants, il faut bien dire nos auditeurs que nous sommes un couple, et nous sommes 3 enfants, 3 filles. Alors on a plein de vidéos avec toi, que nos filles jouent du piano dans l'école musicale sans électricité, que des enfants dansent sans électricité. Voilà, c'est comme ça, c'est une normalité malgré cette absurdité de la guerre. C'est être humain malgré cet entourage absolument diabolique qui crée la Russie. Voilà, donc ça crée voilà, ce contexte en fait de la normalisation. C'est triste, mais c'est ça. Mais si on parle quand même de ce qui était militairement important durant cette année, serais-tu d'accord si je dis que durant cette année, les troupes russes, l'armée russe n'a jamais cessé d'avancer, malheureusement, par des petits pas en fait. Donc les avancées les plus majeures, c'est quoi? C'est Avdiivka, en début de l'année, Avdiivka, euh, Vuhledar. et Vuhledar. Donc si on parle des grandes villes, mais après il Mais y a ce quand même... ne sont pas des grandes villes, bah, ce sont de petites villes, ce ne sont pas des centres régionaux. Donc il faut bien dire que voilà, les actualités de l'avancement de la Russie, mais les Russes ont capturé seulement 2
vie de la taille moyenne, dans lesquelles, avant la guerre, peut-être dans chaque de cette ville, c'est quelques dizaines de milliers d'habitants. Dizaines de milliers. Oui, mais voilà, quand je dis grande ville, c'est par rapport à d'autres dizaines de villages qui ont été malheureusement capturés. Mais en termes de dynamique, c'est-à-dire que oui, on ne peut pas dire que l'armée russe avance comme elle avançait par exemple en 2022. Donc, mais à la fois, la dynamique est toujours positive pour l'armée russe, malheureusement, parce que eux, ils ont commencé leurs attaques, le début de leur mouvement, ça remonte, je crois, en octobre 2023. Et depuis, il n'y avait pas de, du Mais côté est-ce, ukrainien, du côté ukrainien, il n'y avait pas d'avancement, sauf. mais est-ce que tu es sûr? Parce que si on compare les territoires, la région de Kursk, qui était un blitzkrieg de l'Ukraine, si on compare les territoires occupés par des Ukrainiens et occupés par des Russes, bah peut-être ils seront égaux, non? Un tout petit peu supérieur quand même en faveur de Russes. Mais oui, c'est vrai que je mets entre guillemets encore pour l'instant en parenthèse, voilà, cette histoire avec l'incursion ukrainienne dans la région de Kursk. Mais voilà, si on regarde notre territoire, on verra assez facilement que, malheureusement, que voilà, les troupes russes avancent un petit peu par-ci, par-là. Aujourd'hui, malheureusement, cette prise de village que nous connaissons avec toi, Novy Komar, au sud de l'Ukraine, sud-est, en fait, la région c'est Zaporizhzhia, en fait, c'est la Oui, région. c'est à la limite de la région de Zaporizhia, de Donetsk et de Dnipro, la Nouvelle-Grèce. Donc, les terres qui sont très très riches en Tchernozem, c'est-à-dire terres noires, qui sont très fertiles, lesquelles on a visité au début de cette année, je pense, non? Oui, oui, Pour c'était la un première début, fois. ouais. Au début de cette année, on a passé des nuits dans les maisons des soldats, et voilà. Malheureusement, maintenant, oui, on a reculé, mais voilà, il s'agit toujours de quelques dizaines de Oui, kilomètres. parce que je me rappelle le moment où nous avons dormi dans une maison privée avec des militaires, on était informé que les lignes du front étaient à 10 kilomètres. C'est-à-dire que pendant un an, les Russes ont avancé de 10 kilomètres. Donc, Voilà, c'est et pas. ce sont des grandes nouvelles de l'année. Bah, il faut bien comprendre, il faut mettre ça en perspective, c'est que 10 kilomètres par l'an, par toute l'année, oui, c'est quand même pas beaucoup, hein. Oui, et en même temps, parlons de pertes, parce que des pertes, Volodymyr Zelensky les a évoquées tout à fait récemment dans un communiqué. Il a mentionné, si je ne me trompe pas, tu me corriges, 43 000 morts confirmés, voilà, 60 000 portés disparus, donc on peut quand même, Oui, on peut dire que peut-être ils sont morts aussi, ou voilà, peut-être ils sont dans des camps de concentration russes. oui. Mais oui, peut-être ça approche à 100 000 ans. Et Ouais. plusieurs centaines de blessés. Donc, ce sont des chiffres, on peut deviner, qui sont peut-être même un peu inférieurs par rapport à la réalité, parce que d'habitude, dans cette communication-là, pendant la guerre, ça serait normal que de diminuer des pertes. Et les pertes russes, donc voilà, je veux dire, c'est que pour chaque centimètre de cette avancée russe, l'armée russe paye très cher en termes de vie de leurs soldats, de leur infanterie tout d'abord. Les militaires que nous rencontrons nous disent souvent, en fait toujours, qu'en fait l'infanterie russe en face, elle n'a presque pas de peur de nous, des Ukrainiens, parce qu'elle a beaucoup plus peur de ceux qui sont derrière et qui tirent voilà, au dos. Si tu recules, c'est-à-dire que c'est une machine de guerre un peu infernale qui avance coûte que coûte. On peut se rappeler des pratiques soviétiques durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Donc, sur le coup, voilà, de la vie humaine, elle est tellement bas que, justement, l'infanterie est envoyée comme ça, sans aucune pitié. Donc, ça fait la différence, bien sûr, avec l'approche ukrainienne, parce que nos ressources, tout simplement, ne sont pas pareilles. Mais ça fait que la Russie continue à payer très cher en termes de vie humaine, mais tout aussi bien de matériel, parce qu'on voit souvent les véhicules détruits. Voilà, il y a plein de matériel de militaires qui étaient déjà détruits côté russe, mais pour l'instant, ça ne les arrête pas. Donc, c'est-à-dire que la grande question qu'il faudra poser, donc nous allons en reparler, hum,
quand on pose la question comment arrêter la Russie, c'est la question comment faire de la sorte que cette guerre cesse, il faudrait inventer un prix que la Russie, Poutine ne sera pas prêt à payer pour avancer. Donc c'est Ça, ça. je suis pas sûr que. Je tire deux conclusions dans ce fait qu'on observe très souvent avec toi quand on va, pour tes auditeurs, dire qu'on va très souvent à la ligne de front, plusieurs fois par mois. On a visité toute la ligne de front, à partir du nord, l'est, le sud. On approche très souvent de très très proche de l'ennemi, quelques kilomètres. Et on parle beaucoup avec des militaires. On les aide, on les apporte des voitures, c'est-à-dire que notre relation, parfois, elles sont très amicales. Et voilà, et ça ouvre une certaine espace à la sincérité. Ça c'est aussi important de dire. Donc, je pense, il confirme plusieurs fois, voilà, cette machine infernale que tu as dit, machine de la mort, machine de meurtrière de l'armée russe, qui tue non seulement les Ukrainiens, mais qui tue ses propres soldats. C'est-à-dire que et s'organise de telle façon que ces soldats ne peuvent pas survivre à telle ou telle opération parce qu'ils sont jetés dans les situations quand ils seront tués 100% ou 80%. Donc voilà, cette machine infernale qui est, comme tu as dit, ressemble très proche l'armée rouge à l'époque de Staline, pendant la Deuxième Guerre mondiale, même pire peut-être. Ça veut dire que la Russie n'a pas vraiment eu du progrès du XXe siècle qui sera tout de même un siècle d'une certaine libéralisation vers la question de la vie humaine en Europe, il me semble, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais quelle conclusion? Je pense que si, ça doit être conclusion que la seule chose qui est un facteur organisateur de cette armée, c'est la peur. Et si à un certain moment, il n'y a pas de peur, ça va s'écrouler. On peut dire s'écrouler? Oui, on peut, oui. Ça va se détruire de l'intérieur. Et je pense que pour moi, donc, cette autodestruction du régime de Assad en Syrie, c'est une sorte de signe. Qu'est-ce qui va se passer? Et j'en suis absolument sûr, ça va se passer un jour avec l'armée russe, sur la ligne de front dans la guerre en Ukraine. On y reviendra justement encore aujourd'hui sur sur les conséquences, l'exemple que nous prête la chute du régime de Bachar al-Assad qui se produit en espace de quelques jours, qui était une surprise non seulement pour nous, mais d'après ce qu'on a compris, pour pas mal d'experts qui ont regardé à la loupe la situation en Syrie depuis quand même des dizaines d'années. Donc on en reviendra, mais un autre aspect que je voudrais discuter avant, c'est l'aspect technologique de cette guerre. Donc, c'est-à-dire que ce que nous avons compris durant cette année 2024, c'est que c'est une histoire de vitesse et développement de technologie est devenu encore plus important en 2024 par rapport à 2022-2023. Tu te rappelles, il y avait des militaires qui nous disaient que si on comparait la guerre de 2024 à la guerre de 2022, c'était comme si on comparait une guerre du XXe siècle à la guerre du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'en espace d'une année et 2 ans, nous avons une guerre de toute autre manière. Quand nous, on regarde les reportages, moi, hier, je regardais un long vidéo témoignage d'un soldat qui, avec ses camarades, tenait une position pendant 67 jours, je crois. Et donc, il décrivait comment c'est physiquement, qu'est-ce que ça veut dire cette guerre dans les tranchées, etc. Comment ils sont quelques-uns, comme ça enfermés. Donc, c'est une guerre qui se passe dans les souterrains, parce que les drones du type multiple, mais tout d'abord les drones du type FPV, ce sont les drones qui sont capables de faire la reconnaissance, mais tout aussi bien de jeter les explosifs, qui sont capables d'arriver jusqu'à ta tranchée et tout tuer dans ta tranchée. Donc c'est une guerre de technologie. Et donc, côté innovation, ça passe tellement vite
que parfois, en l'espace d'une semaine, c'est capital. Parce que les deux parties, évidemment, les Russes et les Ukrainiens ont fait la concurrence pour avoir les composantes. Ça vient souvent de la Chine ou d'ailleurs, mais c'est toujours voilà, une course qui invente plus facilement, plus rapidement surtout. Qui contrôle telle ou autre fréquence pour avoir le contrôle de l'air. Et donc, ce n'est plus une guerre quand tu te rappelles, en 2022, on regardait cette colonne de chars de 60 kilomètres qui s'accumulait à côté de Kiev. Ce n'est plus ce type de guerre, n'est-ce pas? C'est une guerre avec les petits drones, avec les petits groupes d'Ukrainiens qui tiennent les positions sans nom, parce que c'est même pas dans les villages, c'est vraiment dans les champs minés. Et après, les petits groupes de Russes, ce qu'ils nous présentent comme des grandes attaques, ce sont des attaques de l'infanterie russe à pied, ou soit avec les petits motos qu'ils utilisent, une dizaine, une quinzaine au plus. C'est ça une grande attaque aujourd'hui. Mais leur but est d'arriver de fixer un terrain, et puis d'amener à ensuite des armements. Et puis, c'est vraiment une guerre très ancrée dans tel ou autre terrain et très lente en fait. Elle est longue, mais elle est très lente et elle utilise beaucoup de technologies. Et donc, la question, c'était dit par Zaloujny, tu te rappelles, Valéry Zaloujny, qu'on est, voilà, à un certain moment au point mort de cette guerre parce que il faudrait qu'il y ait une des parties, que ce soit les Ukrainiens, on espère que ce sera les Ukrainiens, qui feront une espèce de saut comme ça technologique, une révolution technologique qui permettra de renverser en fait, de changer la donne en fait, réellement, pas, je veux dire, pas uniquement reprendre tel ou autre village, mais changer la donne du point de vue technologique de cette guerre. Et ça devient fondamental, n'est-ce pas? Absolument. Il faut se rappeler que c'est la guerre de la steppe, surtout. Donc, à l'est et au sud. La géographie de cette guerre, c'est en fait la géographie où il y avait plein de guerres dans le passé. Donc, on peut se rappeler de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a toujours les mêmes villages, il y a toujours les mêmes villes, il y a toujours les mêmes fleuves, comme Siversky Donetsk, qu'on croise plusieurs fois quand on voit à l'est. Donc, Siversky Donetsk, c'était aussi la guerre, si tu veux, une des fleuves frontalières pendant l'époque cosaque, pendant l'époque médiévale, pendant l'époque antique, etc., etc. Donc, c'est la steppe, c'est le commencement de la grande steppe, c'est-à-dire dans la steppe, tout est visible. Donc, tu peux pas te cacher. Et cette révolution technologique qui a eu lieu déjà, c'est la révolution des drones. Ça veut dire que on sait tout ce qui se passe du côté russe et les Russes connaissent tout, savent tout ce qui se passe de notre côté. Donc c'est très difficile de se cacher des drones, c'est très difficile d'évacuer des blessés parce que c'est des groupes d'évacuation qui comptera peut-être 4 personnes, 5 personnes, sera aussi attaqué par un drone, etc. etc. Donc cette révolution technologique, je pense qu'il est en train de se faire. Peut-être on va ajouter, ça va être ajouté par une révolution de l'intelligence artificielle. Parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que quand tu as des drones, quand tu as des milliers et des milliers de drones, par exemple des drones de reconnaissance, et on a visité de petits lieux de notre intelligence ukrainienne. On a vu comment les Ukrainiens observent, surveillent ce qui se passe du côté russe. On comprend que c'est le travail avec les données, c'est le travail avec l'intelligence artificielle, c'est le travail avec... quand on écoute ce que ton ennemi, les négociations, interlocutions par des téléphones ou d'autres moyens de connexion, il y a aussi des trucs qui transforment la parole dans les textes pendant les secondes ou les minutes. Donc, c'est cela. Et le grand danger de l'Ukraine, comme on voit avec toi et avec nos soldats très souvent, c'est que, oui, le progrès technologique va de la Chine.
Ça va pas de l'Europe, ça va pas des États-Unis, ça va pas de Taïwan, ça va pas de Corée du Sud, ça va pas du Japon, ça va de la Chine des deux côtés. Et je pense que c'est un danger énorme, pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde qui est derrière l'Ukraine, puis qui soutient l'Ukraine. Parce que imagine-toi que le vainqueur de cette guerre sera un vainqueur grâce à une certaine révolution technologique. Il va bien sûr utiliser cette révolution technologique dans d'autres guerres qu'il va mener. La Chine contre peut-être Taïwan, ou Corée du Nord contre le Corée du Sud, etc. Donc pour la Corée du Nord, j'étais vraiment frappé en voyant que le Corée du Sud, les gens... il apparaît qu'ils ne comprennent pas la gravité de cette situation quand les soldats de Corée du Nord sont en Ukraine, parce qu'ils s'entraînent et ils se préparent à cette guerre que le Corée du Nord peut-être mènera très tôt contre la Corée du Sud. Voilà. Oui, avant qu'on avance, encore deux détails qui peuvent être intéressants pour nos auditeurs. Actuellement, tu te rappelles, on livre toujours des voitures à l'armée, mais aujourd'hui, il paraît que pour chaque voiture, il faudrait aussi une antenne de ce qu'on appelle les REB, de la protection radioélectronique, pour que cette voiture-ci ne soit pas détectée comme cible par les drones ennemis. C'est-à-dire que on voit souvent, on en a vu des voitures qui sont équipées de cette petite antenne de REB. Ça veut dire qu'elle est protégée, parce qu'elle doit être non seulement être là, mais aussi être invisible. C'est-à-dire que c'est la guerre de la visibilité. Donc cet aspect technologique, il est extrêmement important. Et donc, tu as dit que ça, plusieurs technologies, en tout cas, qui sont abordables au niveau de prix aussi, au niveau de rapidité. C'est vrai que ça vient de la Chine. Et un autre détail important aussi pour nos auditeurs, donc quand on dit que toutes les nuits, il y a des alertes antiaériennes, qu'il y a des attaques de drones dans tout le territoire, la première chose qu'on lit le matin, n'est-ce pas, c'est le bilan des drones abattus. Et donc, dans un premier temps, j'étais, par exemple, moi, très étonnée de lire que, voilà, une centaine de drones ont été lancés, et donc, je sais pas, 46 ont été abattus. Et donc, 40 questions, mais qu'est-ce qui est arrivé avec les autres? Alors, ils ont sans doute atteint leur objectif, alors que non. On a vu que ce qu'on voit depuis plusieurs mois déjà, c'est que l'autre moitié de ces drones, ceux qui n'étaient pas abattus, ils ont été, dans le langage de nos communiqués officiels, détournés. C'est-à-dire qu'on peut détourner les grands Shahed, donc les drones qui portent beaucoup d'explosifs, ils peuvent être détournés par le même travail de moyens de la lutte radioélectronique. Et donc, ils peuvent repartir n'importe où. Ils peuvent repartir d'ailleurs en Russie ou en Biélorussie souvent. Donc, des dizaines de drones ont déjà partis en Russie. Ou bien... être perdu, c'est-à-dire que s'écraser tout seul quelque part sans atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que t'as pas vraiment besoin d'abattre tous les drones. Ça change aussi la donne, parce que t'as pas besoin d'abattre tous les drones, d'utiliser pour cela les armements, etc. Mais tu peux les détourner. Et donc cet aspect-là, il est devenu très explicite, je pense, depuis septembre-octobre. Donc quand les Russes ont inventé un moyen de nous envoyer des centaines de drones toutes les nuits, parce que le chiffre est presque toutes les nuits pareil, entre 50 et 100 drones chaque nuit, c'est-à-dire qu'ils ont des usines, une industrie des drones, il s'agit des grands drones de Shahed. Et donc les Ukrainiens, nous, paraît-il, on a inventé une manière de les détourner sans les abattre, les détourner, les renvoyer, etc. Donc ce côté technologique, il est extrêmement important. Une autre chose que je veux qu'on discute avec toi, les questions qu'on nous pose souvent. Parce que dans toute guerre, ce qui compte, c'est aussi l'attitude, c'est-à-dire le moral des citoyens et le moral des troupes, le moral des soldats mobilisés ou volontaires, n'importe. Comment est-ce qu'on peut décrire la situation à la fin de cette 3e année de guerre, tout en sachant que malheureusement nous avons ce niveau de perte, nous avons aussi cette nouvelle loi de la mobilisation. Si je ne me trompe pas, elle était signée en mois de juillet
c'est ça, 2024. Donc nouvelles règles, voilà. Et puis pour compléter les brigades, mais à la fois il y a beaucoup d'informations qui circulent. Alors quelle serait ton analyse de la situation actuelle? D'abord, je vais juste faire un petit commentaire sur la nature de la guerre parce que on voit en France très souvent. Et on a plein d'amis et il y a beaucoup des gens magnifiques qui étaient dans ce podcast, dans ton podcast. Mais je pense qu'il y a une illusion qu'on voit très souvent en France quand les gens, même les généraux, même les militaires, nous disent de cette guerre. Ils disent bah, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la, on les compare avec la Première Guerre mondiale parce que c'est la guerre de position, c'est la guerre des tranchées. Il faut bien dire que c'est une bêtise de le dire. Parce que oui, il y a un petit aspect de Première Guerre mondiale, c'est les tranchées. Et c'est tout. Parce que tout ce qui concerne d'autres choses, surtout le côté de ciel, parce que le plus important champ de bataille, c'est le ciel. C'est pas seulement les drones, mais c'est surtout des drones. Voilà, c'est façon d'abattre les drones. Et les drones font aussi l'intelligence, il faut bien le dire. Et aussi toute l'intelligence, on peut dire Le l'intelligence. renseignement, Voilà, le renseignement. Enseignement aussi par d'autres moyens de technologie. Donc, Satellite. pourquoi cette illusion est dangereuse? Parce que tu peux regarder sur la ligne de front et tu peux dire, bah, ça ne bouge pas, on va peut-être le cessez-le-feu l'année prochaine. Donc voilà, on ne sait pas comment ça se finit, etc. Mais même si quand ça ne bouge pas, la ligne de front, alors il y a la lutte des idées, il y a la lutte des approches. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on le voit parmi nos soldats, parce que c'est toujours l'invention de quelque chose d'autre. Il y a toujours l'invention. Donc, par exemple, un côté invente des drones qui maintenant ne se fonctionnent pas sur les vagues radioélectroniques, mais ça se fonctionne par des câbles, par exemple, comme l'Internet. Ou bien tu peux dire qu'il y a des drones de terre, il y a une certaine Des robots. Il robotisation. y a des robots. Il y a une certaine robotisation. Il y a des drones de l'eau, etc., etc. Donc, ce n'est pas l'avancement du front qui est le plus important, mais cette chasse de technologie, cette race des technologies. Parce que ça se transforme en capacité. Absolument. Et à un certain moment, je suis absolument sûr avec Général Zaloujny, à un certain moment, il y a un côté qui aura capacité d'une révolution, ce qu'on appelle le breakthrough en anglais, technologique. Pour le moment, le plus dangereux, c'est qu'on comprend que les Russes ont plus de chances d'avoir cet avancement technologique, aussi grâce à leur relation avec des Chinois plus proches. Et on pose la question, mais pourquoi, quand tu as l'Europe, les États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas parfois très très décisives, quand tu as le Japon, quand tu as le Corée du Sud, quand tu as Taïwan à côté de l'Ukraine, pourquoi on pense toujours à ce facteur chinois? Par rapport à la morale, je pense que oui, je pense que bien sûr, tout le monde est très très fatigué. Les soldats dans la ligne de front sont très très fatigués. Bon, il faut bien le dire, il faut être sérieux. Et voilà, on a le manque des hommes, on a le manque de désarmement. Il y a une certaine acceptation. Donc, on a un certain nombre de gens, des soldats qui ont quitté leur unité militaire. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est surtout à cause du fait que dans certaines unités militaires, les commandants ou les dirigeants, la façon de management est très mauvaise. Et ça, c'est aussi un facteur qui est très inquiétant, c'est que est-ce que l'armée ukrainienne s'est vraiment transformée dans une armée post-soviétique, contemporaine? Et la réponse est que dans certains lieux, oui, mais dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits, dans plusieurs aspects, non. Et parfois, on voit cette dégradation vers cette forme de l'armée soviétique. Et deuxième chose, je pense que vraiment, les gens qui critiquent le gouvernement, Zelensky, pour ne pas faire la mobilisation
d'une forme qui est vraiment efficace, ont raison, malheureusement, parce que là, maintenant, on voit cette division entre le front et l'arrière, entre des soldats et des civils, qui s'augmente, et parmi des soldats, il y a la majorité, ils sont des anciens civils, qui s'augmentent, et malheureusement, le gouvernement, le parlement, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de leur fantaisie politique, élections, etc., ils n'ont pas réussi à construire ce modèle de mobilisation Mhm. qui sera plus solidaire, dans laquelle plus des civils vont participer à l'armée, vont entrer à l'armée, et plus de soldats maintenant vont avoir quand même une possibilité de rester chez eux et voilà, d'avoir 1 an, 2 ans sans la guerre. Oui, donc mettons aussi une précision tout à fait importante. Donc remettons le contexte de ce que tu as dit, les soldats qui quittent le front. Il y a ce terme qui est très utilisé par la presse ukrainienne de sezechy, c'est-à-dire que c'est quand un soldat quitte sa position non autorisée, c'est-à-dire il peut quitter son unité. Et donc il faut distinguer, il y a la distinction dans la loi entre ce fait de sezechy et le déserteur. Parce que le déserteur, c'est celui qui quitte sa position, son unité, sans l'intention d'y revenir. C'est-à-dire qu'il quitte vraiment la guerre. Alors que ces étiers, c'est un phénomène beaucoup plus fluide parce qu'il s'agit souvent des cas où, par exemple, un soldat qui en avait marre, il voulait être ou devait se déplacer pour voir un membre de famille qui était en hôpital ou bien voir la naissance de son enfant ou autre chose. Quand il avait demandé pendant des semaines une autorisation de quitter, de prendre quelques jours de libre, on lui a dit non. Et donc, c'est là qu'il a osé, voilà, dans cet acte de désespoir que de quitter. Et donc, bien sûr que les sezechy, ils sont 10 fois plus nombreux que les vrais déserteurs, c'est-à-dire que ceux qui quittent, qui essaient de se cacher. Le sezechy, ça ne veut pas dire. Donc, il y avait même cette décision voilà, de l'état-major que de décriminaliser le premier épisode de sezechy, c'est-à-dire que si quelqu'un avait quitté voilà, les unités pour une fois, voilà, ils peuvent revenir sans pénalité. C'est une bonne chose parce qu'on a vu, selon les statistiques, que plusieurs autres reviennent. Bien sûr, ça donne une leçon peut-être pas si bonne aux autres parce que ça voudrait dire que voilà, vous pouvez faire aussi comme ça parce qu'il faut manœuvrer entre la discipline et voilà, et entre voilà, cette injustice qui est là, parce que au fait de retenir les hommes, surtout l'infanterie, sans qu'ils soient changés sur les lignes du front, c'est une voie vers la catastrophe. Il faut leur donner quand même un peu de manière, voilà, de quelques jours de repos, le temps avec leur famille. On sait que dans plusieurs unités, nos amis, parfois ils voyagent, ils ont droit de quitter même le territoire ukrainien pour faire des choses à l'étranger, pour rentrer. Ça existe, il faut favoriser justement la répartition plus juste, si tu veux, de ce poids militaire dans la société. Parce que soyons aussi honnêtes, on voit beaucoup de populations masculines ici en Ukraine qui n'ont jamais fait un jour de guerre. Il y a quand même des ressources pour mobiliser. C'est pour revenir, voilà, pour aussi toucher peut-être la question un peu délicate de cette demande, peut-être pas officielle, mais elle circule dans les médias, une demande américaine que l'Ukraine devrait mobiliser les gens à partir de 18 ans, par exemple. C'est parce qu'on peut-être qu'ils imaginent aux États-Unis qu'en Ukraine, nous avons déjà utilisé tous les autres, alors que non. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de potentiel encore, des gens qui peuvent être mobilisés et qui ne sont pas forcément les adolescents de 18 ans. C'est quand même l'âge très... Oui, je pense que cette idée des Américains, elle est très mauvaise parce que c'est l'Ukraine qui doit décider par rapport à l'âge, etc. Et c'est pas toujours la question des quantités des gens et des soldats. C'est très souvent la question des armements parce que tu peux avoir beaucoup des soldats de 18 ans qui n'auront pas des armes, qui n'auront pas des capacités vraiment de mener la guerre et qui sauront être tués. Et bien sûr, la question démographique est très importante. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel de mobiliser des gens
Après 30 ans, 35 ans, très souvent, c'est vraiment ce qui se passe dans l'armée. Parce que, oui, l'infanterie, c'est une chose, il faut être mobile, etc. Mais la majorité de l'armée, c'est c'est autre chose. Par exemple, ça peut être des gens dans les chars, ça peut être des gens voilà, qui opèrent des drones. Il faut pas être très musclé. Il ne faut pas avoir 18 ans pour opérer le drone. Il faut être peut-être plus intelligent. Il faut avoir peut-être plus d'expérience de la vie. Ça, c'est aussi très important parce que l'armée est très souvent le contact avec le matériel, avec la réalité matérielle de la vie. Donc, par exemple, ta voiture est cassée. Qu'est-ce que tu fais? Ou il y a d'autres équipements qui est cassé. Ou bien il y a la région dans laquelle tu dois connaître les voies, etc. Ou tu dois avoir un certain capital social parce que à un certain moment, il y a beaucoup de choses que tu dois trouver pour ton unité, les voitures, les casques, je ne sais pas, les radars et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à tes amis. Et normalement, c'est des gens après 40 ans peut-être qui ont plus de contacts, plus d'amis, etc. Donc, je pense que cette demande est vraiment très, très mal posée. Elle est très mal vue en Ukraine parce qu'on comprend que les hommes de 18 ans, ce sont des gens, sont parfois des enfants. Donc, mais, comme j'ai dit, vraiment, je suis très critique par rapport au Zelensky, à son entourage, au parti du pouvoir, par cette organisation de la mobilisation qui n'est pas du tout solidaire, qui crée des divisions dans la société au lieu de maintenir cette solidarité qui était peut-être à 2022. Maintenant, on manque, on perd cette solidarité de 2022. On la perd, mais à la fois elle reste suffisamment forte pour que. Donc il y avait aussi les sondages. Les sondages sont souvent contradictoires, mais il y en avait des sondages qui disaient que malgré voilà cette apparence de rupture, on nous parle souvent de rupture dans la société. C'est vrai que le temps joue contre l'unité parce qu'on peut pas être tout le temps dans cet élan initial de défense, de la résistance. C'est tout simplement physiquement impossible. Mais ça n'empêche que la quasi-totalité de la société ukrainienne comprend les réalités de la guerre, tout simplement parce qu'elle est touchée. Parce qu'à l'ouest de l'Ukraine, il y a dans Lviv, donc les récentes frappes étaient contre les régions de l'ouest, et ils souffrent tout aussi bien que Kiev, tout aussi bien que Tcherkassé. Tout le monde est mobilisé, donc parfois d'ailleurs d'une manière plus énergique même, je dirais, dans les régions de l'ouest, parce que je ne sais pas comment expliquer, mais là, il y a beaucoup plus de risques d'être arrêté par des gens de TCK, de ce point centre de mobilisation, parce que les hommes peuvent être arrêtés dans la rue. Il y a un autre thème qu'on doit absolument discuter. Je propose qu'on parle de ce grand changement géopolitique de 2024, et puisque qu'on le veuille ou non, mais le partenaire le plus puissant de l'Ukraine, c'était les États-Unis. Sous la présidence de Joe Biden, l'Ukraine était soutenue par les États-Unis, avec certains retards pour certains armements, avec certains retards, avec certaines autorisations, telles par exemple de frapper en profondeur de territoire russe. Mais aujourd'hui, nous savons que nous allons entrer dans cette année 2025. Et tout de suite, nous allons avoir sans doute une autre approche, parce que nous allons avoir un autre président américain, Donald Trump. Et donc, nous allons peut-être avoir une autre situation géopolitique. Qu'est-ce que on pourrait voilà, présenter comme bilan, voilà, comme changement en fait du fond, étant donné que c'est bien Donald Trump qui sera à la Maison-Blanche? Là, c'est très difficile de le dire dans 5 minutes. Je te propose qu'on en parle en détail dans notre prochaine émission, peut-être dans laquelle on va parler de 2025, de quoi on peut attendre de 2025, parce que c'est ça la question. Mais pour le dire dans 2 mots, c'est vraiment... Bon, parfois nos amis disent que voilà, j'ai entendu plusieurs fois quand nos amis en Europe, aux États-Unis, ont dit que Trump pour l'Ukraine c'est une catastrophe. Les Ukrainiens ne vont jamais accepter ça.
Donc, les Ukrainiens ne vont jamais cesser le combat, arrêter le combat avant la fin du combat, avant le final whistle, si on parle de la terminologie du match du football. Alors, Trump, ça peut être pire que Biden pour l'Ukraine et ça peut être mieux que Biden pour l'Ukraine. Ça dépend de plusieurs facteurs. Et je pense que c'est bien que, là maintenant je vais dire des choses positives de Zelensky, c'est qu'il a commencé de s'engager avec Trump. Il n'a pas fait des bêtises dans le passé, il n'a pas fait des bêtises quand il y avait ce processus de l'impeachment de Trump. Donc voilà. Et là, on va bien sûr regarder, est-ce que cette diplomatie de Zelensky, d'ailleurs, ils sont assez semblables, j'ai toujours une blague, ils sont les deux comédiens, l'un et l'autre, dans plusieurs comédiens et en politique, mais dans plusieurs, peut-être dans les formes différentes. Mais ça dépend bien sûr, est-ce que Trump aimera plus la Russie, la tyrannie de Poutine, ou bien il aimera plutôt l'approche de Zelensky, qui est l'approche d'un certain populiste, mais populiste qui essaye de quand même de faire l'impact sur l'histoire. Oui, on verra pour cette attitude des États-Unis. N'oublions non plus que l'Europe a aussi pris conscience d'une manière considérable du danger que l'agression russe représentait pour le continent. Donc rien n'est catastrophique avant que ça soit une véritable catastrophe. Les Ukrainiens restent sur leur volonté d'arriver à la victoire et à une paix juste, c'est-à-dire que pas une paix comme en forme de cessez-le-feu ou compromis n'importe, parce que la Russie non plus n'accepte pas de compromis. Donc tout est à jouer encore durant cette prochaine année 2025 et nous allons y revenir. Merci beaucoup Volodymyr pour cet entretien, pour ton analyse. Gardons l'espoir malgré tout. Et nous souhaitons à nos auditeurs une belle année 2025, belle fin de l'année 2024 et bonne fête tout d'abord. Et justement, nous espérons vous retrouver en 2025. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes, et ceci dès le début de l'année 2025. Je m'appelle Tetiana Ogarkova et je suis accompagnée aujourd'hui par Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président de PEN Ukraine. Nous vous souhaitons encore une fois joyeuses fêtes de la fin d'année et nous espérons vous retrouver dès le début de l'année 2025. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.